Oui, deux questions. Une question un peu intéressée et ancrée localement à l'endroit où on se trouve. À la lecture des schémas du Grand Paris, on se rend compte qu'on travaille beaucoup sur les liaisons entre les grands centres économiques en Île-de-France et que la problématique de l'amélioration des dessertes à Paris est peu abordée. Et je veux parler de Montparnasse, qui est un quartier dans lequel on vit, dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est à proximité d'une gare, Montparnasse, dont le trafic va augmenter d'à peu près 40% dans les 10 ans qui viennent avec l'arrivée des TGV en provenance du sud-ouest et de la Bretagne, de la nécessaire liaison entre cette gare, les autres gares parisiennes, mais aussi les aéroports, en précisant que ce quartier est aussi un quartier d'affaires. C'est sans doute l'un des premiers quartiers d'affaires de Paris, puisque à peu près 5000 salariés travaillent dans cette tour. Si on rajoute tout le secteur qui se trouve autour de la gare Montparnasse, on a à peu près 15 000 emplois qui se trouvent rassemblés dans ce secteur. Donc, question un peu pratique pour les utilisateurs de cet ensemble immobilier et de ce quartier. Qu'est-il prévu pour améliorer enfin ces dessertes, sachant que je viens de lire que notre aéroport Roissy avait été célébré comme le plus mauvais du monde, et je peux le confirmer parce que mon activité c'est le tourisme, et qu'on est la première destination touristique, mais qu'on est encore malheureusement la seule grande ville touristique qui n'a pas de desserte directe entre ses aéroports et le centre-ville. La deuxième question, c'est plus une remarque et un commentaire. Nathalie avait baptisé ce débat « Le Grand Paris, pourquoi faire ?» Si j'ai bien compris, le Grand Paris, c'est essentiellement un exercice de rhétorique pour le bavardage, puisque en réalité, on a passé des années à parler d'un schéma régional. Ça n'a pas beaucoup plu au pouvoir politique. Le pouvoir politique s'en est emparé. Pour autant, aucune légitimité, puisqu'il n'y a pas eu véritablement de consultation des Franciliens sur ce Grand Paris, et que derrière tout cela, le transport se désespère, les Franciliens cherchent désespérément un logement, et les moyens n'étant pas là, est-ce que le Grand Paris, ce n'est pas finalement un écran de fumée qui dissimule l'impossibilité pour les décideurs de dire aux Franciliens « patientez, il n'y a pas de moyens ». On a abandonné le développement urbain et l'aménagement à une dérive libérale qui fait oui, que ce sont bien les grandes entreprises et les promoteurs immobiliers qui ont déterminé l'évolution du paysage dans lequel on évolue. Elle est pour vous, Madame Rossamigno, celle-là. Je vous sens tout enthousiaste à l'idée de répondre à si ça. vous, moi, c'est une vraie question au demeurant. Le pessimisme et de dire finalement c'est un beau projet, mais c'est un projet de carton. Moi, je peux pas adhérer évidemment à ces propos. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que je pense que quand on a une ambition de ce type portée par le président de la République, qui a demandé à ce que les outils soient créés pour mettre en place le Grand Paris. Je veux dire, une loi sur le Grand Paris, alors vous allez me dire, tous les Français se moquent des lois parce qu'on en a trop. Peut-être, mais quand vous créez par la loi un certain nombre d'outils qui sont là justement pour mettre en musique un projet de ce type, un projet d'aménagement de cette ampleur, vous ne pouvez pas faire comme s'il ne se passait rien. On a créé par la loi un établissement public pour aménager Saclay. Et les choses bougent. À Saclay, il suffit d'aller voir. Donc, je veux dire, concrètement, les choses avancent. On a créé une société du Grand Paris pour construire un métro Grand Paris Express avec 57 gares. Alors, on va me dire, c'est que pour relier des pôles de développement économique. Non. Le projet initial, ce n'était pas 57 gares. Donc, le projet, il a évolué pour tenir compte, d'une part, des problématiques des Franciliens et d'autre part, pour tenir compte du développement économique. Quand on dit on met 20,5 milliards sur la table pour ce réseau de transport, alors vous allez me dire il n'est pas financé. Il n'est pas financé. Effectivement, je ne peux pas vous dire que l'État met 20,5 milliards d'euros sur la table. C'est un financement avec des dotations budgétaires de l'État, avec des ressources fiscales, avec des recours à l'emprunt, c'est clair, et peut-être avec aussi des outils un peu novateurs comme du PPP. Alors, on peut toujours douter de tout.
c'est assez français d'ailleurs, d'être dans une ambiance assez négative, de dire « Oh, c'est un projet de carton, puis on a un problème de gouvernance. » C'est français et masculin, mais en même temps, pour rêver, il faut avoir du concret aussi. Oui, mais quand vous avez, je sais pas, la Cité du cinéma... Quand vous avez la Cité du cinéma qui ouvre en territoire de la création, quand vous avez sur Saclay des entreprises qui s'installent, quand vous avez dans le sud parisien, à Cancer Campus, un vrai développement sur l'industrie de la santé, je veux dire, c'est quand même pas du rêve. C'est concrètement, les projets avancent. Donc moi, je dis, certes, on n'a pas réglé tous les problèmes de financement au moment où on se parle. Je serais là, pour le coup, une douce rêveuse, ce que je ne suis pas. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet d'une génération. Vous connaissez un budget de l'État qui vote un budget d'une génération? Ça n'existe pas. Donc, je crois que c'est un projet collectif. C'est un projet où le président a fait le choix, concrètement, de mettre en place ce projet sans traiter de la gouvernance. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on sait bien, si on commençait par la gouvernance, là, pour le coup, que le projet serait enlisé. Donc, on a fait le choix, le président a fait le choix de mettre en place de manière très opérationnelle le projet et de traiter, dans un second temps, la gouvernance, même s'il y a des embryons. Et M. Duarte en parlait tout à l'heure. Quand on a créé par la loi Grand Paris le syndicat Paris Métropole, c'est pas non plus par hasard. Je veux dire, il y a quand même une organisation, une réflexion qui a été mise en place. Il y a un atelier international du Grand Paris qui a été mis en place, qui permet aussi aux architectes de nous faire part de leurs propositions, leurs suggestions. Et ça, c'est quand même assez concret, non ? Enfin... C'est concret, mais après, il y a toujours la question de l'argent. Vous avez abordé incidemment les PPP, mais il faut savoir que pour des PPP, il faut des entreprises privées, il faut que des entreprises privées aient de l'argent. Si elles n'en ont pas... Donc je prends une dernière question, et puis vous continuerez à converser en mangeant et les uns et les autres. Je demanderai au public de ne pas martyriser trop les intervenants qui ont eu la gentillesse de se déplacer aujourd'hui. Oui. Je veux dire simplement, juste un petit mot simplement. Bien sûr. Je partage un peu l'avis de ma voisine. Je dirais, quand on démarre dans ces affaires-là, évidemment, on démarre petitement parce qu'on n'a pas fait grand-chose pendant 10 ans. Donc les choses avancent, les choses se font. Et il faut avoir un peu d'ambition, sinon il ne se passe rien. Je veux dire que ça, c'est... Moi, j'ai connu ça dans les années 60-70 et on s'aperçoit, chemin faisant, qu'on arrive quand même à faire des choses. Hein. Donc il faut quand même être un peu volontariste et un peu optimiste quand même dans la vie, parce que sinon il ne se passe rien. Elle a tout à fait raison.